le club Ararat TV avec shop.lesshopsdormarseille.com. Le spécialiste du rachat d'or dans la région vous propose la plus grande collection de bijoux arméniens et de croix arméniennes en France. Or 18 carats et argent, shop.lesshopsdormarseille.com, 47 rue d'Andoum, Marseille 7e, 04 91 52 00 32. Retrouvons tout de suite Richard Findiquian et le club Ararat TV, une émission spéciale quinzaine arménienne, présentée depuis Maison Blanche, la mairie des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, une émission spéciale consacrée à la quinzaine arménienne, la plus ancienne manifestation culturelle liée à l'Arménie d'une mairie de secteur de Marseille, manifestation dont on peut dire qu'elle obtient cette année sa majorité, puisqu'il s'agit de la 18e édition de la quinzaine, une série de 4 émissions enregistrées au sein de Maison Blanche, la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, où nous avons installé notre studio et nos micros. Richard Findiquian reçoit Aurore Brunat. Aurore Brunat, bonjour. Bonjour Richard. Alors Aurore, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous venez d'être élue présidente du CCAF, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France. Tout d'abord, permettez-moi encore une fois de vous féliciter. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'une femme est élue à la présidence du CCAF ? Alors Richard, non, c'est pas la première fois qu'une femme est élue à la présidence du CCAF. Il y avait Eliane Kazandjan avant moi et donc j'ai l'honneur d'être la deuxième femme à la tête de cette institution. Alors on le sait, la naissance du CCAF est liée de façon indéfectible à l'histoire du peuple arménien. Alors on peut dire, Aurore Brunat, que c'est principalement à travers les revendications concernant la reconnaissance et la prise de conscience du génocide arménien que le CCAF a vu le jour. Alors effectivement, il y a eu à un moment donné un besoin un peu d'organiser ces commémorations du génocide des Arméniens et un petit peu de fédérer toutes les actions liées à cette reconnaissance, à cette revendication et au besoin d'organiser de manière officielle ces commémorations du 24 avril. Alors qu'est-ce qui, personnellement, vous relie à cette histoire ? Alors c'est vrai qu'on me dit souvent mais Brunat ce n'est pas arménien, donc c'est ma mère qui est d'origine arménienne, Véronique Mardoyan, oui. Et qui m'a initiée à la cause arménienne depuis mon plus jeune âge. J'ai d'ailleurs fait mes études de Master 2 en Histoire des relations internationales sur ce thème, et d'ailleurs je publierai mon mémoire de Master 2 sur les relations franco-turques de 1921 avec l'accord d'Angora. Voilà, c'est ça, vous êtes enseignante. Alors, vos élèves connaissent-ils votre parcours et qu'en pensent-ils ? Alors, ils ne connaissent pas tout à fait mon engagement associatif, mais par mon métier d'enseignante d'histoire, je les ai sensibilisés notamment sur, bien sûr, le génocide des Arméniens qui est au programme de 3e, et également sur le réseau de résistants de Missak Manouchian. Et ça fait 2 ans que mes élèves qui travaillent de manière volontaire dans un club sur l'affiche rouge participent aux commémorations. Il y a des élèves qui ne sont pas arméniens. Eh oui. Alors, parmi les grandes thématiques de la cause arménienne, il y a la pénalisation du négationnisme. Alors, où en est-on aujourd'hui ? On a le sentiment que ce dossier a été un peu oublié. Alors, ça fait... la loi pénalisant le négationnisme du génocide des Arméniens a été retoquée 2 fois par le Conseil constitutionnel alors qu'il avait reçu le vote du Parlement français. On a un petit espoir puisque lors du dernier dîner national du CCAF, le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé le souhait que la représentation nationale se ressaisisse du dossier. Donc nous, en tout cas, nous sommes toujours mobilisés. On a vu avec les procès d'Arat Touranian que le négationnisme est vraiment un fléau qu'il faut absolument combattre et nous avons besoin d'une loi pour cela. Alors, rentrons un peu dans l'actualité. La Turquie demande aujourd'hui à l'Union européenne de lui verser le solde des 3 milliards d'euros promis en échange de l'accueil sur son sol de réfugiés syriens. C'est la dernière annonce d'Erdogan.
Est-ce que la question des réfugiés n'a pas fait glisser sous le tapis d'autres questions que traite habituellement le CCF, notamment celle de la reconnaissance du génocide par la Turquie ? Alors c'est vrai que la question des migrants occupe beaucoup de place dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie, mais nous restons quand même, je pense pour Erdogan, une épine dans ces relations internationales. Oui. Surtout lorsque nous soutenons quand même la communauté kurde, et donc c'est vrai que cette alliance ne plaît pas à la Turquie, qui suit d'ailleurs de près les commémorations partout en France. Alors comment réagiriez-vous, mais là on est en pleine fiction, si la Turquie reconnaissait le génocide arménien, enfin? Pensez-vous qu'alors les portes de l'Europe devraient s'ouvrir à ce pays, ou estimez-vous plutôt que la Turquie n'a pas sa place dans l'Europe ? Alors, il est vrai que 90% du territoire de la Turquie se situe en Asie. Et quoi qu'il en soit, même si la Turquie reconnaissait le génocide des Arméniens, serait-elle pour autant une réelle démocratie ? Je pense qu'Erdogan en place serait toujours l'autocrate liberticide que l'on connaît. Et dans cet état, la Turquie ne peut pas, pour moi, entrer en Europe tant qu'elle emprisonne les journalistes, les fonctionnaires, et qu'elle a ce gouvernement liberticide et autocrate. Alors quelques mots tout de même, Aurore, sur les commémorations du 24 avril de cette année. Alors, il est vraiment primordial pour les Français d'origine arménienne de se mobiliser lors de ces commémorations, parce que on montre là qu'on est fort, on montre qu'on existe, et on montre que notre combat doit porter ses fruits. Il faut absolument que la Turquie reconnaisse le génocide des Arméniens, il faut absolument qu'on ait une loi pénalisant le négationnisme, et ces deux revendications ne peuvent être portées que si nous sommes très mobilisés. Donc il faut absolument que les Marseillais se mobilisent le 24 avril au mémorial de Beaumont aux alentours de midi. Il y aura une marche qui précédera cette cérémonie, et ensuite il y a une marche bien revendicative l'après-midi qui partira de la place Castellane jusqu'au consulat de Turquie. Parfait, très bien. Les rendez-vous sont notés. Alors merci Aurore Brunat de votre visite à la mairie des 9-10, et vous voudrez bien transmettre, rapporter nos chaleureuses salutations à votre maman, avec qui j'ai voyagé personnellement, je crois 2 fois en Arménie, et qui est, je le rappelle à nos auditeurs, présidente de l'association des Arméniens d'Avignon. Ce sera fait, merci Richard. À bientôt Aurore. Au revoir. Richard Findiquian reçoit Joseph Araquiel. Joseph Araquiel, bonjour. Bonjour. Et merci à vous d'être à nos côtés pour lancer la chronique intitulée « Sur les pas de la philanthropie » qui sera présentée à l'antenne au sein du Club Ararat TV durant tout le mois d'avril 2018. Le mois d'avril qui est un peu le mois des Arméniens, puisque c'est notamment au cours de ce mois, le 24 avril, que nous commémorons le génocide arménien. Alors je rappelle que vous êtes PDG de Tempo One. Tempo One, votre entreprise créée en 2010, est en plein développement, spécialisée dans la logistique. Vos clients sont notamment le coréen Hankook, fabricant de pneumatiques. Parmi vos clients également, toujours dans les pneumatiques, l'allemand Continental, le français Orchestra, lui, spécialisé dans les vêtements pour enfants, ou encore le brésilien Alpargatas, grand fabricant de chaussures et de vêtements à travers la planète. Alors vous êtes un homme d'affaires, mais pas seulement, car vous êtes aussi un philanthrope passionné, d'où le nom de cette nouvelle chronique que vous nous présentez sur les pas de la philanthropie, qui démarre donc aujourd'hui sur nos ondes et les réseaux sociaux. Alors on connaît également les valeurs qui animent votre vie. Ce sont des valeurs qui portent pour nom l'entraide, le vivre ensemble, la confiance et le partage, qui pour vous sont essentiels et que vous prônez à travers vos entreprises, mais également à travers vos actions. Oui, et ce ne sont pas que mes valeurs, c'est les valeurs que partage une équipe. Donc effectivement, l'objectif c'est le vivre ensemble, c'est le partage au milieu de l'entreprise, où l'humain est au centre de tout, et ensuite par rapport à notre quotidien, notre entourage, les gens que nous croisons et les mains qu'on peut tendre à ceux qui sont exclus. Alors il faut parler de Plus Avenir, un fonds de dotation que vous avez créé pour soutenir les personnes victimes d'un accident de la vie. Oui, deuil,
perte d'emploi, grave maladie, voilà, divorce. Donc, ce sont des moments très difficiles et qui peuvent vous amener à l'exclusion dans une situation très difficile où vous perdez la lucidité. Donc, notre fonction, c'est d'accompagner les gens dans le recours de leurs droits, les soutenir psychologiquement et faire des avances financières sans intérêt. Donc, il faut que des membres de Plus Avenir puissent être prescripteurs de cas et nous présenter des futurs bénéficiaires qu'on peut accompagner. Donc, dans les prescripteurs, il y a des avocats, des notaires, des banquiers, des médecins, des pharmaciens, des chefs d'entreprise, des prêtres, des élus, voilà. Oui, vous êtes sensible également à toutes ces personnes qui dorment dans leur voiture et ça, effectivement, cela vous insupporte. Hein, ça vous a donné envie de réagir. Mais oui, donc on est en train de créer Plus Avenir Habitat parce que c'est vraiment injuste de travailler, de ne pas arriver à se loger. Donc il y a quelque chose qui est anormal dans ce monde et quelque part, si on n'arrive pas à se loger, c'est peut-être qu'on n'a pas les garanties suffisantes. Mais dès le moment où on travaille et qu'on ne vit pas sur un cumul de ressources, donc il faut qu'on puisse aider ces gens à s'intégrer dans un domicile, quoi. Alors soulignons également que depuis 2014, vous financez aussi la création de patronages afin d'éviter le décrochage scolaire à Allo et à l'Estac. 200 enfants bénéficient déjà de soutien et d'activités. Oh, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus, ça a augmenté depuis. Alors, il y a 7 patronages. À Allo, il y a 150 inscrits. Donc, à l'origine des patronages, c'est le père Lepoutre et j'ai oublié son nom. Bon, il se reconnaîtra. Et donc après, on a créé l'Estac, les Chartreux, Vauban. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de 1000 enfants qui sont accompagnés. C'est du soutien scolaire de 15h30 à 19h30, mais pas que du soutien scolaire. C'est de la distraction aussi, et c'est des espaces de jeu. Voilà. Donc effectivement, c'est un moyen aussi de lutter contre l'exclusion, là aussi, par la remise à niveau, mais aussi par la remise à niveau du civisme. On les aide à apprendre le respect. Voilà. Il y a du travail. Bravo en tous les cas, Joseph Arakel, Merci. pour tout ce que vous faites. Et merci d'être venu à ce micro. Et c'est Jeanne Sampol que nous aurons le plaisir de retrouver au cours du mois d'avril sur nos ondes pour nous présenter cette nouvelle chronique au sein du club Ararat TV qui s'intitule « Sur les pas de la philanthropie ». Sur les pas de la philanthropie, le fonds de dotation Plus Avenir vous aide à soutenir des personnes en voie d'exclusion. Un petit rappel de l'objectif du fonds de dotation Plus Avenir. Fondé depuis 2010 sous l'impulsion de Joseph Arakel, président fondateur du groupe Tempo One, dont l'activité est le transport et la logistique. En effet, dès l'origine, Joseph Arakel souhaite construire un réseau d'entraide destiné à soutenir les personnes physiques en difficulté suite à un accident de vie, notamment le décès d'un proche, une perte d'emploi, un divorce, une grave maladie, susceptible de les fragiliser en les mettant dans une situation administrative, psychologique ou financière, menant parfois à l'exclusion sociale. En rejoignant le fonds de dotation Plus Avenir qui lutte contre l'exclusion, les membres ont également la possibilité de présenter au fonds de dotation via un parrainage des bénéficiaires potentiels. Quel en est le process ? Chaque dossier, et notamment les demandes d'avance financière, sont examinées avec la plus grande attention par la commission technique du fonds de dotation, laquelle se réunit 2 fois par mois. En effet, la condition relative au parrainage est un prérequis essentiel à l'examen du dossier par la commission Plus Avenir. Le parrain, déjà membre du réseau, s'engage et cautionne en quelque sorte moralement le bénéficiaire qu'il présente. Il est d'ailleurs l'interlocuteur principal du bénéficiaire et le relais entre ce dernier et le fonds de dotation Plus Avenir. Donc le bénéficiaire doit être parrainé par un membre du fonds et j'encourage d'ailleurs nos auditeurs à y adhérer pour devenir prescripteurs de cas et mettre à disposition leur expertise professionnelle au service des autres. Je rappelle le lien du site www.plusavenir.org. Plus Avenir est ouvert aux membres donateurs qui partagent le même idéal que Joseph Arakel et son équipe, c'est-à-dire la lutte contre l'exclusion.
Nous ne faisons pas appel à la générosité publique, mais aux donateurs privés qui souhaiteraient nous soutenir financièrement. Pour cela, n'hésitez pas à prendre attache avec le fonds de dotation. Cette chronique vous était présentée par le groupe de transport Tempo One et 7 Cargo, une nouvelle vision du transport et de la logistique. Richard Findiquian reçoit Bernard Ratémian. Bernard Ratémian, bonjour. Bonjour. Bernard Ratémian, vous êtes président national de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Alors parlez-nous des origines et du développement de cette chambre bilatérale basée à Marseille que vous présidez et qui fêtait en décembre dernier ses 25 ans. Effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne a été créée en 1995 avec l'initiative, si vous voulez, d'une dizaine de chefs d'entreprise qui étaient donc ses membres fondateurs et qui ont eu l'idée de génie de créer une chambre bilatérale franco-arménienne. C'était une première en France, car le gouvernement, à l'époque, le ministère de l'économie, par décret ministériel, nous a accordé l'octroi de pouvoir utiliser le terme de chambre bilatérale et franco-arménienne, avec donc un décret ministériel et la chance d'avoir un siège social à Marseille, ce qui est rarissime. Alors mon cher Bernard, expliquez aux auditeurs qui ne connaissent pas l'Arménie, qui n'ont pratiquement très peu entendu parler, quelles sont les opportunités d'affaires et quels sont les avantages pour un entrepreneur de pouvoir échanger avec l'Arménie. Alors aujourd'hui, grâce au droit français, le groupe Grant Thornton, installé à Yerevan depuis une quinzaine d'années, a permis de faire évoluer le droit des sociétés en Arménie. Que vous créez une TPE, une PME ou un commerce, vous avez la possibilité en une journée de créer sur le plan administratif ce type d'entreprise. Et c'est bien parce qu'il y avait jadis une lourdeur administrative et aujourd'hui on s'aperçoit que dans les standards européens et notamment la France, on arrive à des résultats avec des résultats concrets. 170 PME sont installées sur Yerevan actuellement, ainsi qu'évidemment, vous le savez tous, le CAC 40 à travers le groupe Pernod Ricard, Crédit Agricole, Veolia, Carrefour. Alors l'Arménie et son ministre des Affaires étrangères, Édouard Dalbandian, ont pris l'initiative de tenir un forum économique avant le sommet de la francophonie. Le chef de la diplomatie arménienne a déclaré que ce réseau aura pour mission d'établir et de développer des liens institutionnels et professionnels entre les entrepreneurs et les hommes d'affaires. Alors, la Chambre de commerce franco-arménienne est directement concernée. Tout à fait. Alors, on aura l'opportunité, entre le 6 et le 13 octobre prochain, à Yerevan, de pouvoir, dans un premier temps, participer à travers un stand que nous allons installer dans l'avenue du Nord, à ce qu'on appelle le village de la francophonie. Et grâce à l'OIF, nous serons présents pendant ces 6 jours. Il ne faut pas oublier que 6 000 personnes, il y aura un apport de 6 000 personnes venues du monde entier, car l'Arménie attend 55 délégations, dont 30 chefs d'État et une vingtaine de délégations, ce qui permet de mettre l'Arménie en lumière. Toutes les chaînes de télévision et les médias du monde entier seront présents à Yerevan. Puis il y aura le 10 octobre, évidemment, le Davos, on vient de le dire, le Davos arménien à Tsarkadzor, et le 11 et 12, cela est réservé au monde les gouvernements présenteront donc leurs propositions dans le cadre du sommet mondial de la francophonie. Et je dois souligner que cette année, le thème est le vivre ensemble, ce qui est très, très, très important et je dirais même capital. Et d'actualité. Oui. Et alors, Édouard Dalbandian a également prévu de créer une plateforme de réseau numérique en tant que cadre d'échange bénéfique et d'expérience positive. Il faut dire, Bernard Ratémian, que le numérique occupe une très grande place en Arménie. Effectivement, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, nous organisions à la CCI de Marseille un grand forum économique, un business forum basé sur les TIC Innovation, animé par M. Tchakarian, le PDG du groupe Armtab, car pour la première fois, l'Arménie, en 2011, a mis sur le marché une tablette Android du même style que Samsung ou Apple et qui permet de faire connaître aujourd'hui l'Arménie dans le monde entier grâce à cet outil de travail qui est un outil à double titre professionnel mais également pédagogique à travers les lycées. On peut télécharger tous les programmes de formation des lycéens et des collégiens.
Alors on le sait, l'Arménie est désignée cette année comme pays hôte du prochain sommet de la francophonie, les 11 et 12 octobre prochains. On peut dire qu'il reste malgré tout beaucoup de chemin à faire, notamment au niveau de l'hôtellerie, car malheureusement, comme dans beaucoup de pays du monde, c'est encore trop souvent l'anglais qui domine dans les réceptions d'hôtels en Arménie. Mais la situation tout de même évolue dans le bon sens. Tout à fait. Même si l'anglais est la langue universelle, je suis fier de dire aujourd'hui que la langue de Molière et le raffinement, le goût à la française sont importants et je dirais c'est capital. De la 5e position sur le plan mondial, le président de la République a annoncé le 20 mars dernier à l'Académie française que nous souhaitions passer au 3e rang. Alors avec un programme de 33, il serait trop long aujourd'hui de tout expliquer, articles, mais on va communiquer et faire avancer notre langue, et notamment cette année dans les pays du Caucase. Alors Bernard, avant de conclure, quelques mots sur les rendez-vous Clarté organisés avec votre partenaire, le Crédit Mutuel. Tout d'abord, pourquoi ce rapprochement entre le Crédit Mutuel et la CCIFA, et pourquoi donner ce rendez-vous régulier maintenant à vos adhérents? À l'origine, nous avions été invités à une assemblée générale de Crédit Mutuel Caisse Vieux-Port-Carnot au Fort Gantom il y a déjà 5-6 ans. Je m'y étais rendu et un jour, leur président, donc M. Sobrero, m'a tendu la perche grâce à notre administrateur et trésorier Roland Vartagnan, qui est administrateur de cette caisse depuis de nombreuses années. Il en a été également le président, tout à fait, président du conseil de surveillance, ce qui a permis des rapprochements. Et l'avantage a été que désormais, grâce à la Fédération du Crédit Mutuel, réseau commercial dirigé par Jean-Marc Mathieu-Dakis, nous organisons 3 rendez-vous Clarté chaque année. J'allais dire qu'on pourrait faire par analogie un 3-6-9, car ils sont très satisfaits aussi bien des deux côtés, aussi bien du Crédit Mutuel que au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, car nous formons des chefs d'entreprise, des artisans et des commerçants. Pendant 2 heures, on a le choix de pouvoir intervenir. Ce sont des thèmes toujours intéressants, le patrimoine, les mutuelles de santé rendues obligatoires dans les entreprises, des thèmes très concrets. Et dans l'actualité, le numérique, le dernier thème abordé, là, le 20 mars dernier, c'était le numérique et la banque de demain. Donc on remercie le Crédit Mutuel pour tout ce qu'il fait actuellement. Merci, Président Athélian, d'être venu à ce micro. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Richard Findiquian reçoit Lévon Minassian. Lévon Minassian, bonjour. Bonjour. Lévon Minassian, vous êtes musicien français d'origine arménienne, né à Marseille, dans le quartier de Saint-Jérôme. Maison Blanche propose cette année une exposition d'instruments de musique traditionnelle arménien. Votre exposition, ou votre instrument plutôt, Lévon Minassian, c'est le doudouk. On peut dire que le doudouk, le plus célèbre des instruments de musique en Arménie, c'est un peu le hautbois arménien. On dit ça, simplement, c'est pas le hautbois arménien, c'est le doudouk, et il est l'ancêtre des hautbois. Donc il a 3000 ans, c'est un instrument magique, et il est aujourd'hui l'instrument mythique et magique de la scène du monde, grâce à des artistes tels que Peter Gabriel ou Sting, qui l'ont mis au devant de la scène, et donc je suis fier, moi, en tant qu'Arménien et ambassadeur de mon peuple, de représenter dans ce monde la musique arménienne. Alors justement, présentez-nous cet instrument qui a fait de vous un homme célèbre, qui aura accompagné sur scène les plus grands, de Peter Gabriel à Charles Aznavour sur la scène de l'Olympia, en passant par Patrick Fiori, Hélène Ségara ou encore votre ami André Manoukian. Absolument, et puis j'essaie de présenter le doudouk à un niveau classique, c'est-à-dire tel que notre musique française qui est reconnue dans le monde par la musique classique. J'essaie de l'interpréter à ce niveau et en représentant notre musique d'une façon assez classique et traditionnelle, donc au plus haut niveau. Ce que je veux, c'est la représenter et lui donner son véritable aspect. Vraiment, l'Arménie dans le contexte classique de l'instrument. Alors, à quel âge, Lévon, avez-vous commencé à jouer du doudouk et qui vous a initié? Donc j'ai commencé, j'avais 14 ans. Je suis parti en Arménie plusieurs fois à la rencontre des artistes d'Arménie, tels que Djivan Gasparian, Valodia Routounian, Sergei Garabedian. J'ai joué devant Vatchov Sepian à l'époque, donc du coup, on s'est imprégné de tout jeune de cette musique. Et en retournant dans nos racines en Arménie, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler l'instrument parce que tout seul, c'était assez compliqué. C'est comme de prendre un instrument sans aucun professeur, sans aucune technique, donc de prendre des instruments d'une façon aussi difficile, c'était pour nous
trop compliqué, donc il a fallu repartir en Arménie et à la rencontre de nos artistes pour aller travailler avec eux. C'est ce qui nous a permis petit à petit de connaître l'instrument dans ses plus profondeurs. Voilà, c'est ça, vous êtes rendu à la fin des années 70, je crois, plusieurs fois en Arménie, dans le but de travailler le doudouk avec des maîtres, en fait. Avec des maîtres, comme je vous ai dit, Jivan Gasparian, Volodya Arutyunian, Vatchev Sepian. Donc du coup, petit à petit, à force d'aller en Arménie et de les rencontrer, de travailler avec eux, on a pu petit à petit s'imprégner et grappiller toutes les techniques de l'instrument pour aujourd'hui la représenter à son plus beau niveau. Alors est-ce qu'on peut dire que le doudouk est l'instrument idéal pour exprimer la foi et la paix? Il a été classé à l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité pour représenter l'âme des peuples. Donc ça veut dire quand même quelque chose d'assez important. Et du coup, il représente vraiment, vraiment en profondeur l'âme de notre peuple et l'âme des peuples en généralité. Voilà, c'est ça. Vous dites que le doudouk exprime la plainte et la douleur d'un peuple, mêlés quand même d'amour et de joie. Et puis, avec quand même un objectif, c'est l'ouverture. Et ce que j'essaie de donner, ce n'est pas simplement la tristesse, la mélancolie, c'est au bout de mes notes, de donner l'émotion et l'expression quand même d'une musique ouverte à l'ouverture musicale et de ne pas la garder à ce point si triste que ça. C'est vrai que si on se rappelle le passé, on est toujours dans la douleur, dans la tristesse, mais il faut lui ouvrir les portes, et c'est ce que j'essaie de faire avec la Philharmonie, les musiques de films, les albums, dans la variété, avec des artistes comme André Manoukian ou Hélène Ségara, avec Patrick Fiori, Aznavour, voilà. Alors sur votre site internet, on trouve cette phrase « Cette musique n'appartient plus à ce que l'on appelle le folklore, musée des âmes mortes et ressuscitées, ni à un espace géographique délimité qu'on appelle un pays, mais à cette sphère hors du temps et de la durée où l'âme a besoin de se prolonger pour découvrir qu'elle en a encore une. » C'est magnifique. C'est magnifique, je trouve que c'est magnifique, ça représente vraiment aujourd'hui ma musique. C'est pour ça que j'écris de telles choses. Alors, est-ce que finalement, le murmure des vents ne serait pas le meilleur titre pour définir la musique que vous inventez? Le murmure des vents, c'est vraiment le doudouk qu'on entend tel qu'en Arménie, avec 3 ou 4 musiciens qui en jouent, et que les sons s'entremêlent comme dans les feuillures des arbres. Et ces sons venus d'ailleurs me touchent énormément, et c'est ce que j'essaie de faire sur les scènes du monde. Ah oui, vous avez côtoyé de grands artistes et collaboré, je viens de le souligner tout à l'heure, à de nombreux albums, avec entre autres Peter Gabriel, Charles Aznavour, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Christophe Mahé, Daniel Lavoie. Quel est celui ou celle qui vous aura laissé le plus grand souvenir, Lévon? Alors sûrement c'est Peter Gabriel, vu qu'on a fait la tournée mondiale, et ça a été tous les soirs une expérience unique pour moi qui m'a permis l'ouverture des scènes du monde et la rencontre avec tous ces musiciens. C'était un départ et une marche à l'étrier énorme pour mon travail. Voilà, je signale quand même, avant que vous nous quittiez, qu'en 1997, vous avez joué à l'Élysée, invité en tant que soliste par le président de la République, Jacques Chirac, lors de la visite du président arménien Levon Ter-Petrosyan, et qu'en 2003, vous serez décoré chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le président Chirac. Un grand moment de votre vie, Lévon? Ben oui, c'est des expériences quand même inoubliables, et je viens de rejouer à l'Élysée pour Hollande avant qu'il s'arrête d'être président. Donc c'était encore une autre expérience avec la garde républicaine qui m'a accompagné. Ce sont toujours des moments uniques dans la vie d'un musicien, et j'espère que ça va continuer. Merci en tout cas, Lévon Minassian, de votre visite. Continuez à nous faire voyager avec votre doudouk. À très bientôt, Lévon. Merci. C'était Le Club de Richard Findiquian.